va attendre un tout petit peu qu'il y ait moins de bruit pour commencer. J'ai l'impression d'être un professeur au collège. Asseyez-vous, s'il vous plaît, sortez vos cahiers et on y va. C'est quand l'interro écrite? Après, petit QCM. Alors, après la cybersécurité, il va maintenant être question d'industrie civile et militaire. Alors, lors d'un déplacement au salon Rosatori en 2022, Emmanuel Macron avait appelé les industriels français à se mettre en mode économie de guerre. On en parlera sur cette table ronde. 2 ans plus tard, quelques industriels ont sauté le pas et ont investi pour développer la souveraineté du pays. Et ça sera notamment l'illustration avec le cas de Delair. Et ce qui nous amène à l'appellation de cette table ronde, aéronautique civile et militaire, quand les frontières s'estompent. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Arvind Badrina, le directeur de l'unité de management combat aérien à la DGA. Bonjour. Bruno Berthet, le président du conseil de surveillance d'Aresia, anciennement RAFO. Et Bastien Mancini, le CEO du fabricant de drones Delair. Encore une fois, merci à tous les trois d'être parmi nous. On va commencer de suite avec vous, Arvind Badrina. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'industrie civile et l'industrie militaire? Comment travaillez-vous simultanément avec ces 2 univers? Je pense que ces 2 univers sont totalement duaux, hein, et ça c'est historique. On a parlé tout à l'heure, Philippe, du caudron. Ça date de ces époques-là, et donc le volet civil et le volet militaire se sont développés de manière totalement liée dès le début de l'aviation. Et finalement, cette dualité, elle existe déjà. Donc il y a une part qui touche notamment au cadre dans lequel on évolue. C'est peut-être très basique ce que je vais dire, mais néanmoins c'est la même aérologie, c'est le même espace aérien, c'est la même aérodynamique. Donc on retrouve des choses extrêmement communes qui s'adressent à la fois au volet civil et au volet militaire. Ce cadre, c'est vraiment une affaire de sécurité. Et donc je relis ça en permanence. Il faut donc, pour que la France reste forte dans le domaine aéronautique à la fois civil et militaire, qu'on reste solide sur les fondements, les basics, ce que j'appelle les basics. Et si on ne fait pas cet effort-là, si on se dit finalement il n'y a que l'IA qui compte, et bien en fait on risque de passer à côté de quelque chose et de ne pas être fort sur la durée. Donc il y a ce premier volet-là qui est une affaire de cadre et qui conduit à la sécurité. Quelques exemples, hein, les problématiques de corrosion qu'on a eues sur le Rafale, les problématiques d'anti-abordage quand on insère un avion dans la circulation aérienne générale, finalement s'applique à la fois aux avions civils et aux avions militaires, et il faut rester sur les basics et revenir à ces fondements-là. Le deuxième volet, il touche évidemment à la communalité des équipements, que ce soit les références inertielles qui sont issues du domaine civil et qui vont sur nos avions d'armes. Ça peut être des commandes de vol. Les premières commandes de vol du Rafale ont servi à développer les commandes de vol du Falcon 7X. Et puis maintenant, je vais pouvoir utiliser les évolutions numériques des commandes de vol du 10X sur la version F5 du Rafale. Donc on a aussi des retours permanents dans ce domaine. Voilà. Et puis le dernier volet, c'est le caractère très évolutif de notre domaine. La compétitivité, on a parlé tout à l'heure de Comac. Évidemment, on a en face de nous des compétiteurs que sont la Chine, la Corée du Sud, la Turquie et d'autres, qui avancent extrêmement vite sur des domaines qui, là, pour la peine, peuvent être de l'intelligence artificielle, ça peut être du big data. La cybersécurité est évidemment au cœur de ces préoccupations-là. Et donc, il nous faut aussi être extrêmement réactifs, comme le domaine civil est capable de nous apporter justement les bonnes méthodes. Et clairement, je trouve dans le domaine civil des solutions extrêmement réactives qui sont source d'inspiration pour le domaine militaire. Et on verra d'ailleurs que c'est le rôle de certaines agences qui ont vu le jour ces derniers mois et ces dernières années pour certaines. Alors, Bastien Mancini, on dit que l'industrie aéronautique civile cherche une sécurité sans faille, mais on dit qu'à contrario, l'industrie militaire cherche une fiabilité sans faille. Vous qui êtes sur ces 2 univers, est-ce que vous partagez un petit peu ce point de vue? Je rappelle donc vous êtes fabricant de drones en région toulousaine. Alors pas forcément, mais en effet j'entends cette manière de voir les choses. Ceci dit, c'est vrai qu'on a tendance à parfois opposer les deux. Comme vous l'avez dit, c'est le même milieu, c'est le même domaine, on répond aux mêmes contraintes basiquement. Nous, Delair, on vient du civil. Donc la société était initialement développée pour concevoir des drones qui inspectent des lignes électriques, des pipelines, des choses dans le civil.
Et on a progressivement développé des solutions pour la défense. Ce qu'on voit, c'est que venant du civil, on a des contraintes particulières de marché liées à des prix, puisqu'en fait on est en compétition assez forte avec toute une concurrence mondiale, des contraintes en réactivité. Vous l'avez dit, mais en fait, quand un client vous dit quand est-ce que vous pouvez livrer votre drone, si vous répondez dans 6 mois, il va plutôt aller chez le concurrent qui lui a répondu dans 2 semaines. Donc pour ça, il faut faire des stocks, voilà. Et donc ça a permis, dans notre cas, de développer des choses un peu, des produits, on va dire, en masse. Et finalement, ça nous a permis, quand on a eu des commandes dans la défense, d'être réactifs et de répondre avec des commandes en masse. L'opposition que vous avez faite entre sécurité et fiabilité, je pense que profondément, on peut avoir tendance, puisque donc, globalement le civil a des besoins en masse sur des produits comme les nôtres. Ce n'est pas du tout évidemment le cas sur des sous-marins nucléaires, mais il y a des besoins en petits drones qui sont en très grand volume dans le civil et en petit volume avec des particularités dans la défense. Et donc faire des objets de manière en grand volume, ça contribue à leur fiabilité. Ça fait diminuer leur prix, c'est le propre de l'industrie en fait, c'est fabriquer un même objet mais en plus grand nombre, et puis pour faire baisser les coûts et aussi augmenter la fiabilité. Et donc je ne crois pas que fabriquer en grand volume diminue la fiabilité, au contraire ça y contribue. Ensuite, ces objets peuvent être utilisés et spécifiés dans la défense avec des particularités, typiquement dans notre cas, résister au brouillage GPS qui est en Ukraine, résister au brouillage radio. Et ça peut en effet bénéficier ensuite dans le civil. Ça rend le système plus sûr. On travaille sur des modes de sécurité qui vont à leur tour nourrir le civil. Donc les deux se nourrissent, mais il y a, je pense, souvent on entend dire ça c'est un truc militaire, donc c'est plus performant parce que c'est plus cher. C'est faux. En fait, c'est plus cher parce que c'est fait en plus petit nombre en général, parce que c'est pour des besoins spécifiques. Et il ne faut pas opposer, je pense, la fiabilité au prix. Quand on compare une voiture civile, c'est fait par millions. Ça coûte 25 000 €. C'est un bijou technologique parce que c'est des programmes qui coûtent des milliards. Voilà. Et après, il y a des voitures qui sont faites spécifiquement à des besoins militaires qui coûtent beaucoup plus cher parce qu'elles sont faites en plus petit volume et qui répondent à des besoins très spécifiques. Pour continuer cette lignée des témoignages d'industriels, on va continuer avec vous, Bruno Berthet. Donc, je le rappelle, vous êtes président du conseil de surveillance d'Aresia. Vous venez d'investir 12 millions d'euros sur votre site de Valenton, justement pour répondre à l'augmentation des cadences de production sur le Rafale. Est-ce que ça signifie pour vous que l'industrie militaire est beaucoup plus pérenne dans le temps pour une entreprise comme la vôtre au détriment du civil? Parce que je le rappelle, vous êtes aussi vous sur les deux secteurs, et vous me disiez que le marché de la défense, la part de chiffre d'affaires sur la défense devenait de plus en plus importante. Comment vous jouez sur vos deux jambes? Alors, effectivement, chez Aresia, on joue sur les deux jambes. L'ADN d'Aresia, c'est bien d'être une société qui travaille essentiellement dans le domaine de la mécanique, pour ceux qui ne connaissent pas la société, sur les deux jambes civiles et de défense. En fait, l'investissement à Valenton est d'une part effectivement lié aux augmentations de cadence du Rafale. Et pour ceux qui ne seraient pas totalement au fait de ces éléments-là, effectivement, aujourd'hui, une grande partie de la supply chain aéronautique court pour une augmentation des cadences d'Airbus de l'ordre de 20%, alors que l'enjeu de Dassault, c'est d'augmenter ces cadences d'environ 200%. Donc il y a bien un sujet et une logique derrière. En fait, l'investissement de Valenton, ce n'est pas essentiellement l'augmentation des cadences du Rafale. Oui, je l'ai un petit peu résumé, pardon. Non, mais je reviens là-dessus. C'est un besoin interne qui est lié à un besoin de consolidation. Aresia, c'est une aventure où, en fait, on a, dans un premier temps, juxtaposé des PME pour créer une ETI. Et l'ambition, c'est justement de ne pas les juxtaposer. C'est bien de les regrouper, de les consolider. Pour les consolider, ça veut dire être capable de transférer un certain nombre d'éléments de production. Et cet investissement à Valenton a vocation, en fait, c'est de la politique industrielle interne de la société, a vocation à permettre de regrouper. Alors tout ça, ça intervient dans une période qui est absolument extraordinaire, où effectivement les besoins
civile et de défense sont en croissance simultanée, ce qui est historiquement pas si courant que ça. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'aéronautique de défense a des perspectives de visibilité, de rémanence plus importantes que l'industrie aéronautique civile? Personnellement, je ne crois pas. J'ai plutôt tendance à espérer, alors ça c'est peut-être la position du citoyen du monde, j'ai plutôt tendance à espérer que les besoins en matériel de défense finissent par décroître. Je suis suffisamment ancien pour avoir connu cette période qu'aujourd'hui on critique beaucoup en l'appelant la période des dividendes de la paix, où sans nul doute, un certain nombre de dirigeants politiques ont été imprudents en voulant aller trop vite, mais où néanmoins, il y a eu une période dans laquelle les tensions géopolitiques se sont apaisées, alors que je ne vois pas ce qui pourra limiter l'appétence de nos concitoyens sur le fait de continuer à vouloir voyager, à vouloir aller voir leurs parents un petit peu loin, à aller découvrir des paysages fantastiques, et donc le besoin à aller finaliser des négociations compliquées sur lesquelles le contact les yeux dans les yeux est beaucoup plus efficace qu'une visio dans laquelle il peut y avoir des oreilles indiscrètes. Donc je crois fondamentalement à en fait une croissance plus prévisible, plus visible de l'aéronautique civile par rapport à l'aéronautique de défense. Et puis, l'aéronautique de défense, il y a ce paradoxe que je ne peux que rappeler, même si Arvin va peut-être me faire les gros yeux. Il y a eu un secrétaire à l'armée, je crois, américaine, mais qui a aussi été le PDG d'une grande société aéronautique américaine qui s'appelait Norman Augustine, qui avait fait une petite étude statistique, qui avait constaté que globalement, compte tenu de l'augmentation du prix des avions de combat et compte tenu de la trajectoire du budget de l'armée de l'air américaine, qui est quand même pas la plus malheureuse dans le monde, hein, je pense que notre armée de l'air pourrait faire une comparaison, en 2050, les États-Unis d'Amérique seraient capables de s'acheter un avion de combat et un seul, et en 2070, le simulateur représentant l'avion de combat qu'il ne pourrait plus s'offrir. Donc si ça devait être ça, les perspectives de l'aéronautique de défense, en fait, il vaut quand même mieux investir pour faire des avions civils. Alors, avant de donner la parole à Arvin, j'aimerais vous redonner la parole, Bastien, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur ça, mais Delair a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois en remportant ce fameux appel à projet Colibri, qui consiste à mettre au point de ce qu'on appelle des munitions téléopérées, plus communément appelées drones kamikazes, devant les mastodontes du secteur, MBDA et d'autres. Mais là où le petit exploit technologique que vous avez fait, c'est que vous avez fait ce drone à partir d'une technologie civile. Vous l'avez adapté pour ce marché-là, pour cette application militaire. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas avoir développé un drone propre à cet usage, un nouveau drone? Et pourquoi avez fait le choix de prendre un nouveau drone que vous vendez à des industriels classiques? Alors, déjà, on ne l'a pas fait contre, on a gagné un certain nombre de marchés avec MBDA et NDS, donc plutôt avec les grands groupes. Mais c'est pas les infos qu'on a. Mais effectivement, le constat qui a été fait sur le marché des petits drones, encore une fois, il ne faut pas généraliser à tout, mais c'est que les grands programmes qui étaient faits dans la défense jusqu'à présent étaient trop longs. Moi je vois, nous on développe nos produits sur fonds propres, donc on identifie un besoin marché civil, on le fait, ça nous prend 3 ans parce que c'est un objet qui vole, ça met 3 ans à faire, et ça nous est arrivé de nous tromper, pas faire le bon produit pour le marché 3 ans à l'avance parce que le marché évolue, la concurrence a fait un nouveau produit, etc. Donc faire un bon produit pour le marché 3 ans à l'avance, déjà c'est dur. Dans les cycles traditionnels des programmes DGA qu'il y avait sur les drones pendant 25 ans, c'était plutôt 10 ans. C'était 1 à 2 ans pour faire une expression de besoin par les forces, 1 à 2 ans pour faire un cahier des charges par la DGA, 1 à 2 ans pour organiser une compétition, donc vous êtes déjà à 5 ans. Là, vous choisissez un industriel qui vous promet qu'il sait tout faire, mais ce n'est pas toujours le cas, donc il met plutôt 5 ans pour le faire, et voilà, vous avez 10 ans. Et 10 ans, vous êtes sûr de tomber à côté du besoin. Voilà. Et donc, mais ça, ce n'est pas que nous, c'est le ministère des Armées aussi qui a fait ce constat, et donc ils ont lancé une démarche originale pour les munitions téléopérées, avec l'Agence d'innovation de défense,
qui s'appelait donc dans ce cas-là Colibri, le nom du programme. Donc en avril 2022, ils ont demandé pour juin 2022 voilà, comment vous feriez une munition télopérée très très vite. Et donc on a pris un objet civil déjà développé qu'on a détourné de son usage en l'adaptant et fait une réponse. Voilà. Et en gros, en un an, on a fait un démonstrateur. Ils ont sélectionné, il y a eu 20 candidats qui ont répondu, ils ont sélectionné 2, dont nous, voilà, avec KNDS, et il y avait aussi MBDA. Et ensuite, à l'issue de ce démonstrateur, il a été décidé d'en choisir un pour en faire un produit opérationnel qui est en train d'être livré en Ukraine actuellement. Et donc ça a fait que le programme a été très très court. Alors il est comme il est, mais parce qu'il est parti d'un objet civil qui n'avait pas été fait pour ça, qui a été détourné de son usage. C'est quand même pas complètement anodin, à la fois d'un point de vue éthique, mais même techniquement, de mettre une munition. Donc il y a tout un tas de sécurité à mettre en place. Et donc finalement, 2 ans pour faire un programme de ce type-là, c'est très 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 court. Et c'est parce qu'on est parti d'un usage civil qui a été détourné pour en faire un usage militaire. Et du coup, j'imagine que le développement est toujours d'actualité. Enfin, c'est quelque chose de progressif, finalement, pour rattraper un peu cette période très courte. Non, là, les développements sont finis, les produits sont livrés. L'amélioration, je veux dire. L'amélioration du produit. Voilà, dans ces domaines-là, il faut rester humble. On a des drones déjà, on a 150 drones qui volent en Ukraine quotidiennement, qui sont tirés dessus par des missiles, qui se font brouiller. Et donc il y a des systèmes adverses qui cherchent à les abattre. Et donc on fait des modifications, il faut arriver à rester réactif. Et c'est effectivement une capacité très importante dans ce cadre-là, sur ce type d'objet, hein, encore une fois, d'arriver à faire des modifications très régulièrement, donc de prendre les retours du terrain pour arriver à faire face aux nouvelles attaques et aux nouvelles stratégies qui sont employées par l'adversaire. À l'image de l'exemple de Delair, Arvind Madrina, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui l'industrie française a positivement réagi à l'appel d'Emmanuel Macron en 2022 au Satori de se mettre en mode économie de guerre? Et puis tout simplement, là déjà, qu'est-ce qu'on appelle une économie de guerre? Parce que c'est vrai que bon, ça a été un peu pris comme un slogan politique. Finalement, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se concrétise sur le terrain? Alors, en effet, l'économie de guerre, c'est de se débrouiller pour faire en sorte que le tissu industriel soit capable de commuter au mode économie de guerre si le besoin se confirme. Et donc pour ça, en fait, on joue sur 3 principaux axes. Le premier, c'est comment faire en sorte d'accélérer les cadences de production, donc augmenter les cadences de production. Le deuxième item, c'est comment on peut réduire la durée de production des produits en question, donc en l'occurrence des systèmes d'armes. Et puis, et comme il faut jouer sur l'ensemble de la supply chain, on a beaucoup parlé de supply chain tout à l'heure, et puis on est dans le domaine militaire complètement soumis aux mêmes difficultés et aléas. Il y a un troisième axe qui est comment on réinternalise sur le territoire national un certain nombre de ces éléments critiques de la supply chain pour faire en sorte qu'on soit moins dépendant des autres. Et comme vous le savez, dès lors qu'on est en crise, eh bien, généralement les pays restreignent les autorisations d'exportation d'un certain nombre d'éléments qui peuvent potentiellement être critiques sur cette supply chain. Et donc le but, c'est d'être moins dépendant vis-à-vis de cette supply chain. Donc ces 3 axes-là, c'est ce qui a été mis en œuvre par le ministère avec évidemment un ciblage sur un certain nombre d'équipements et de systèmes d'armes qui ont été identifiés comme étant justement d'intérêt vis-à-vis de ce processus d'économie de guerre. C'est typiquement le cas des armements qui s'appellent les A2SM, armements air-sol modulaires, et de l'ensemble de la chaîne qui constitue ces armements, puisqu'il y a les corps de bombe, il y a les kits, les fusées, et donc toute cette organisation a été mise en place pour pouvoir augmenter en effet les cadences et mettre en œuvre l'économie de guerre, en particulier pour pouvoir regonfler les stocks nationaux. En prenant un peu de hauteur, là, depuis 2 ans, le bilan est plutôt bon depuis cette prise de parole qui a fait beaucoup parler. Il y a vraiment eu une prise de conscience de certains industriels. Vous le voyez au sein de la DGA, on répond plus favorablement à vos demandes. Enfin, vous arrivez plus facilement à vous approvisionner. Enfin, il y a vraiment un avant-après. Alors, typiquement, sur un certain nombre de systèmes d'armes, on voit l'effet dans la mesure où on a rapidement des commandes qui peuvent suivre. On a évidemment une frilosité de certains industriels à ne pas vouloir se lancer dans ce processus d'économie de guerre si ce n'est pas pour avoir derrière des réelles commandes. Donc il y a évidemment une logique un peu de prise de risque.
Mais dès lors que nos industriels ont bien conscience de cette nécessité de prise de risque, eh bien, on a plutôt une évolution assez satisfaisante. Après, il n'y a pas de miracle et il faut aussi se rappeler que réinternaliser un certain nombre de composants, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs années et il faut parfois requalifier certains composants faits autrement mais en France, et donc il faut aussi accepter que certaines réinternalisations sur le territoire prennent un peu de temps. Bruno Berthet, je ne l'ai pas dit aussi tard, mais vous êtes membre du comité direction du GIFAS, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez un peu de prise de hauteur sur la filière. Est-ce que vous voyez aussi ces industriels du civil qui vont vers la défense, parce que voilà, ça se dit, mais on n'a pas de vraies données chiffrées sur la question, qu'il y a de plus en plus d'acteurs de l'aéronautique civile qui vont vers l'aéronautique militaire, ou en tout cas sur les marchés de la défense. Et vous qui êtes sur les deux marchés, est-ce que par contre, il y a des, comment dire, des barrières d'entrée à passer, je pense aux normes, ou peut-être voilà, au sourcing des produits? Est-ce qu'il y a des challenges à surmonter quand on est sur ces deux marchés, ou en tout cas quand on veut aller vers la défense? Alors, votre question est très large et elle demanderait beaucoup de temps pour y répondre. Pas trop. Donc je vais couper dans les virages. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre, pour être rapide, il y a un certain nombre d'acteurs spécialisés dans le monde aéronautique civil qui se sont intéressés à la défense, pour appeler un chat, au moment du Covid. C'est-à-dire qu'au moment où le civil a plongé. La petite anecdote que moi je vivais régulièrement avant le Covid, d'ailleurs, je me permets de la citer. Dans les dîners où je disais que je faisais de l'aéronautique civile et de l'aéronautique de défense, avant le Covid, dans l'immense majorité des cas, on me regardait avec compassion en me disant « Pourquoi tu t'emmerdes à faire du militaire ?» Alors que le civil, tout va bien et puis tu vois bien les perspectives. Bon, bizarrement, au moment du Covid, un certain nombre d'effets inverses se sont produits. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se concrétise dans beaucoup de cas? Je ne suis pas sûr qu'on ait d'éléments vraiment chiffrés le mettant en évidence. Ne serait-ce que parce que la demande du civil est elle-même en forte pression. Hein. Ceux qui travaillent du côté civil sont quand même assez sollicités. Je passe entre parenthèses la crise liée aux événements chez Boeing, bien entendu. Donc tout ça demanderait à être regardé avec un peu plus de perspective. Alors est-ce que c'est facile de travailler pour les deux secteurs ? Arvind disait au début que en fait c'est le même milieu, c'est la même aérologie, c'est les mêmes lois. Et donc, il n'y a pas de difficulté technique primaire à le faire. Il y a effectivement quelques normes qui peuvent être différentes, mais globalement, il y a une démarche au sein du GIFAS qui vise plutôt à rapprocher les normes de base, je dirais, de matériaux, de qualification, d'éléments de ce type-là. Donc, la tendance me paraît être plutôt vertueuse. Après, clairement, les business ne sont pas les mêmes, ne s'adressent pas de la même manière, mais c'est effectivement très pertinent de rentrer dans cette dualité. D'aucuns disaient il n'y a pas si longtemps, l'avantage du civil, c'est que ça vous tire vers l'excellence industrielle, ça vous donne une visibilité, une vraie production industrielle, exactement. Et réciproquement, l'avantage du militaire, qui avait d'ailleurs un peu commencé à s'estomper au fil des années, comme le disait le directeur, c'est que normalement, si vous faites du militaire, votre production ne sera pas délocalisée. Alors qu'il paraît que quand on travaillait dans le civil, on risquait de voir la production envoyée dans des pays dits à bas coût, plus ou moins loin. Alors que le militaire, par essence, c'était censé rester en France. Donc, pour l'industriel, il y a un vrai intérêt à être sur de pérennité, on peut dire. Ces deux tableaux. Il y a une question de pérennité. Très rapidement, Bastien, avant de donner la parole à Arvind, est-ce que vous, depuis que vous êtes vachement impliqué sur les marchés de la défense, en termes de maturité technologique, de compétences en interne, ça vous a permis à toucher un peu plus encore l'excellence? Enfin, je ne dis pas qu'avant vous n'étiez pas excellent dans vos marchés, hein, c'est pas ce que je vous entends, mais est-ce que voilà, ça vous a permis de passer un step?
Oui, non, on prétend toujours pas être excellent, on essaie juste de faire le mieux possible, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Mais en effet, sur des briques technologiques particulières, la défense nous a permis de nous muscler. Et puis pour faire un petit clin d'œil à la table ronde précédente, notamment en cybersécurité, là pour le coup, les marchés de la défense nous imposent des contraintes ou des normes qu'on a été obligé d'adopter voilà, parce que sinon on n'a pas les marchés. Donc, et ce qui est, je pense, en effet très sain pour notre sécurité globale et pour les marchés civils. Mais donc il y a un certain nombre de domaines particuliers en traitement d'images, en IA, de la guerre électronique, mais finalement arriver à faire naviguer un drone sans GPS, dans le civil, c'est très utile pour démontrer à l'organisme de sécurité que si on perd le GPS, le système reste sûr. Donc voilà, sur des briques technologiques comme ça, le militaire nous a permis de monter en gamme, en effet. En 2018, l'Agence de l'innovation de défense a vu le jour, Arvin. Là, il y a quelques mois, maintenant est née l'Agence interministérielle pour l'intelligence artificielle de défense. J'espère que je ne me suis pas trompé. Comment le tissu industriel doit interpréter ces évolutions, la création de ces agences? Est-ce que l'idée, c'est pas un peu de faire tomber les barrières entre vous, la DGA, et l'industrie civile qui a peut-être moins l'habitude de travailler avec vous? Alors, il y a clairement un changement de paradigme. Alors, Bastien l'a cité tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de temps de paix. On est passé dans une logique de temps de guerre en matière de développement d'équipements aéronautiques de défense. Au malheur de Bruno. Bon, donc. Clairement, on ne peut plus attendre 10 ans pour la livraison d'un matériel qui répond à des specs faits aujourd'hui et puis se rendre compte que dans 10 ans, ça n'y répond pas. Donc ce changement de paradigme, il passe par deux vecteurs. Le premier, c'est en effet le volet innovation. Et en effet, Delair a pu en bénéficier par des dispositifs extrêmement réactifs. Alors, vous pourrez sans problème aller voir sur le site de l'AID, Agence Innovation de Défense. On peut très facilement déposer des propositions et puis, si ça se passe bien, obtenir des financements dans des délais extrêmement courts, notamment lorsqu'il y a des approches qui sont duales. Et donc là, il y a des financements qui peuvent aller jusqu'à la moitié de l'investissement qui est financé par l'État. Mais après, ça peut être des thématiques purement défense pour lesquelles on va chercher l'innovation dans le domaine civil parce qu'on sait que c'est là qu'il y a l'émulation comme le domaine civil sait le faire. Donc ça, c'est le volet innovation. Et le deuxième aspect que vous avez cité, c'est l'Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense. Et donc, évidemment, l'IA inonde le domaine aéronautique, que ce soit pour le traitement massif des données avec des algos qui sont intelligents. Donc, on pense aussi à la maintenance prédictive qui est bien connue du domaine Airbus depuis un certain temps, mais on veut aller bien au-delà. Et on est dans le domaine de la guerre électronique, de l'exploitation brute des données des capteurs. Et donc, dans le domaine défense, en fait, on est au début de l'histoire. Et bien, pour faire ça, il y a une réalité, c'est qu'on est au début de l'histoire. Et donc, cette agence, elle est supposée créer justement un certain nombre d'outils, donc être dans le faire, et les fournir aux opérationnels pour pouvoir les mettre en œuvre dans leur système d'armes. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dans le mode exécution. Donc je vais jusqu'à livrer du matériel aux forces et si je dois le faire moi-même, je le fais moi-même. En revanche, évidemment, là aussi, je reviens à cette logique de dualité civile-militaire. Le domaine défense ne dispose pas de l'ensemble des compétences et de l'ensemble des ressources humaines nécessaires pour pouvoir faire ça. Et donc, au lieu d'être dans on va dire le faire-faire comme on faisait d'habitude au sein de la DGA, eh bien, l'agence va être dans une logique de faire avec. Oui, d'accompagnement. D'accompagnement et de travailler avec nos PME. Alors là, c'est essentiellement des PME qui agissent dans ce domaine-là, qui sont souvent pas forcément uniquement aéronautiques, ce sont parfois ce qu'on appelle des pure players de l'IA. Mais néanmoins, le but, c'est de les intégrer dans un dispositif qui permet d'aller livrer dans des délais extrêmement courts, comme ça a été cité par Airbus tout à l'heure, livrer des capacités militaires à nos armées. Et là, on est vraiment dans une logique de changement de paradigme, aller beaucoup plus vite grâce à l'innovation et grâce à l'IA qui vient du domaine civil et qu'on réintègre dans le domaine défense. Il y a un point quand même que j'ai soulevé pendant votre prise de parole, c'est que vous disiez on va chercher l'émulation d'innovation dans le civil. Et quand on avait préparé cet échange, vous me disiez les acteurs qui sont beaucoup implantés sur la défense ont tendance à un peu attendre les crédits d'État. Est-ce que vous appelez pas aussi peut-être un changement de mentalité, c'est-à-dire que innover oui, vous pouvez le faire sans nous et on sera au rendez-vous après pour passer commande. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, peut-être un besoin de secouer un petit peu les industriels qui parfois sont un peu trop dans une position attentiste? Alors c'est mon plus grand vœu.
Oui, et donc là je suis un peu tout seul parce que je pense que j'ai beaucoup de représentants industriels et pas beaucoup de représentants de l'État. Je voulais pas et créer des mots, je suis d'État. désolé, mais... Mais néanmoins, alors, on a quand même l'exemple de Delair où des investissements assez significatifs ont été faits encore récemment avec l'entreprise grenobloise. Bref, il y a forcément besoin d'être audacieux et de prendre des risques. Et donc forcément, ça se traduit par une demande que j'ai à certains de nos industriels de justement prendre ces risques-là. Et donc ça se traduit par de l'autofinancement, clairement, pour pouvoir se lancer, imaginer les besoins militaires de demain et être audacieux et proposer des choses. Donc oui, en effet, on a besoin de nos industriels et d'approches un peu différentes et de ne pas être dans une position d'attente, d'obtenir ce qu'on appelle des études amont, et puis on se revoit dans 5 ans, on se revoit au bout d'un marché d'études de levée de risque, et puis on se revoit 10 ans après. Non, ça c'est fini. On a besoin d'être beaucoup plus réactif et d'avoir justement cette sensibilité du côté industriel. Néanmoins, je veux juste dire qu'on ne va pas rester dans une position d'observateur. On travaille avec Bercy pour faire en sorte que justement les PME, les entreprises de la BITD, mais pas forcément donc de la base industrielle et technologie de défense, mais pas forcément que celle-là, puissent bénéficier de financement en provenance de banques, d'assurances, d'investisseurs. Et donc, on est vraiment dans une logique d'équipe France. Ce que j'appelle l'équipe France, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble avec les PME françaises ou les grandes entreprises, évidemment, pour pouvoir livrer les matériels militaires qui sont attendus par nos forces. On parlera de financement sur une table ronde d'après, mais j'aimerais surtout donner la parole à Bastien, parce que c'est vrai que l'ADIF, qui est l'association des dronistes français, a fait un rapport sur le sujet qui a été remis à l'armée, et que justement vous vous appelez dans ce rapport à plus de commandes sur étagère, comme on dit, donc de produits matures, et peut-être un peu moins d'appels à projets, de programmes d'R&D. Justement, est-ce que ça rejoint un petit peu ce que dit Arvin au final? Oui, tout à fait. En fait, c'est pour pousser l'industrie à prendre des risques, en effet. Alors, dans le rapport qu'on a fait sur l'industrie du drone, qui a été repris à travers le pacte drone, mais le rapport JCAT-ADIF propose, j'ai plus les masses exactes en tête, mais de l'ordre de grandeur de 150 millions par an de commandes de produits sur étagère de drones. Voilà. Mais sur étagère, c'est-à-dire développer, l'industriel a pris ses risques. Je crois 40 ou 50 millions de R&D sur des briques technologiques spécifiques et 10 à 20 millions sur de la souveraineté, c'est-à-dire il y a des technologies, si on se dit qu'on veut être absolument souverain sur des cellules de batterie, des choses comme ça, on va les produire en France, mais ce ne sera pas rentable, donc il faudra mettre un petit peu d'argent. Mais en effet, c'est vrai que moi, mon retour d'expérience, c'est que nous, Delair, c'est des actionnaires privés qui ont mis de l'argent, qui ont investi chez nous des millions d'euros, voire plus. Et donc après, on prend des risques avec cet argent-là, on développe des produits et on espère que ces produits, on arrive à les vendre. Donc la manière qu'on a de dérisquer, c'est pour revenir sur le thème de la table ronde, c'est d'être dual. Le marché militaire, être sur un seul marché, c'est un peu risqué. Donc on prend des risques, on développe des produits avec de l'argent de nos actionnaires. Et on essaie de vendre ces produits sur au moins 2 marchés, dans notre cas l'inspection industrielle pour le civil et la défense. Et en effet, s'enfermer sur un seul marché, pour le coup, ce serait risqué. Peut-être le mot de la fin pour vous, Bruno Berthet, sur justement cette émulation, ce besoin d'innover justement à chaque fois à cheval sur les deux secteurs. Est-ce que c'est quelque chose chez Aresia que aussi vous essayez un peu d'être acteur et non en réaction à des potentiels appels à projets de la DGA? La réponse est oui, bien sûr, et je pense que d'ailleurs ça fait partie des Je me doutais que vous ne diriez pas non, de toute façon. Sinon... Absolument. Des chromosomes de base de l'aviation, qui est depuis le début un secteur exceptionnellement innovant et qu'il est dans sa dualité. Pour Aresia, c'est un enjeu effectivement fondamental. Pendant quelques années, les ancêtres, enfin les branches précédentes d'Aresia s'étaient plutôt positionnées sur l'exploitation de vaches à lait qui étaient bien établies. Et donc la nécessité d'innover et d'aller vers des nouvelles solutions, des nouveaux produits répondant à des besoins soit exprimés, soit en cours d'expression, est vraiment quelque chose de fondamental pour Aresia. Donc on explore des voies qui sont parfois nouvelles pour la société. L'autre grand enjeu pour Aresia, c'est de continuer à grandir. J'ai mentionné que l'exercice d'Aresia à la base, c'était de partir de PME pour aller vers une dimension d'ETI, pour être plus robuste, plus innovant justement, et plus résilient.
Et ça, l'exercice est seulement en cours de construction. Vous n'avez pas une petite annonce à nous faire d'opération externe? Non, de croissance externe? non, il n'y a pas d'opération de croissance externe. C'est prématuré pour en parler. Hein. Pour en parler aujourd'hui, oui, on est juste entre nous. Par contre, puisque vous me le proposez gentiment, et comme dans les axes d'innovation d'Aresia, ce qui n'était pas forcément dans les gènes de la société, il y a la prise en compte du besoin de la décarbonation de l'aéronautique de manière globale. Je ne peux que signaler à tous les assistants, et là c'est une casquette un peu différente, mais l'excellent colloque sur Toward Sustainable Aviation Summit qui se tiendra à Toulouse fin janvier 2025. Donc tous ceux qui sont intéressés, qui sont des experts de ce domaine de la décarbonation pour une voie vers une aviation soutenable, il y aura ce colloque international organisé par la 3AF à Toulouse fin janvier. Ne le manquez pas. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, on peut les applaudir.